Lundi 13 mai 2017, merci de nous suivre. Voici le sommaire de l'actualité de la semaine. 59 personnes, c'est le nombre de ceux qui composent le gouvernement Bruno Tshibala annoncé le 9 mai dernier à la télévision nationale. Pas trop de différence avec le gouvernement précédent de Sami Badibanga, dont la majorité des ministres sont reconduits. Très peu de nouvelles têtes ont fait leur entrée. Mais la hausse du nombre des ministres et la faible représentativité des femmes ont fait débat durant la semaine. Pas d'entrée, pas de sortie au siège de l'UDPS à Limete depuis le jeudi 11 mai 2017. Les cadres de cette formation politique passent la nuit à la permanence, faute de policiers qui entourent le siège du parti d'Etienne Tshisekedi. Pour l'UDPS, c'est l'une des manœuvres du pouvoir en place depuis l'annonce du retour de la dépouille du fixe de Limete. Alors que le bourgmestre de la commune de Limete affirme que l'interdiction est de la police pour éviter des attroupements, ça n'a rien à voir avec la politique. Et durant la semaine qui s'achève, les élèves de la 6e des humanités ont débuté les épreuves pratiques pour clôturer ainsi les préliminaires des examens d'État. Ce sur toute l'étendue de la RDC, hormis les villes menacées par les milices qui ont dû prendre un peu de retard. Après la dissertation et l'épreuve de français oral, chaque option a eu un jour pour passer l'examen pratique sur son cours d'option. D'après les élèves, tout s'est bien déroulé, ils n'attendent que la réussite. La composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala, annoncée le mardi 9 mai dans une ordonnance présidentielle, a subi de petites modifications, notamment sur le nombre. Ce gouvernement compte 59 membres au lieu de 54, comme dit dans l'accord du 31 décembre. Mais plusieurs têtes du gouvernement Badibanga en font partie, surtout l'opposition signataire du 18 octobre. Les 3 vice-premiers ministres sont restés intacts, Cheikh Toundo aux affaires étrangères et intégration régionale, Ramazani Chadari à l'intérieur et sécurité et José Makila au transport et communication. Quelques ministres d'État sont maintenus ou permutés et de nouvelles têtes ont fait leur entrée. Alexis Tambou-Mwamba garde la justice et garde-sceaux, Lambert Matoukou reste au travail et prévoyance sociale, Michel Bongongo garde les commandes à la fonction publique. Au budget, Pierre Kangou Diambaï garde son fauteuil, Modeste Bahati-Lukwebo quitte l'économie nationale pour le ministère du Plan, Jean-Lucien Boussa a été permuté du plan au commerce extérieur, Joseph Kapika Dikankou fait son entrée à l'économie nationale et Jean-Pierre Lissanga Bonganga accède aussi à ce gouvernement au ministère des Relations avec le Parlement. Parmi les ministres, aux Finances, Henri-Yves Moulang garde son fauteuil, Atamatabé à la Défense nationale, aux Mines, Martin Kaboulou, Thomas Louaka reste aussi aux infrastructures, travaux publics et reconstruction, Joseph Kokonyangui est maintenu à l'urbanisme et habitat, Émile Ngoy Moukena reste aux hydrocarbures, de même que Marcel Ilunga Léou à l'industrie. Ingelei Photo signe son retour dans le gouvernement au ministère de l'énergie et ressources hydrauliques. Félix Kabange Numbi quitte les affaires foncières pour l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Gaston Moussemena et Steve Mbikaï restent dans le secteur de l'éducation, l'un à l'EPSP et l'autre à l'ESU. Emery Okunji fait son entrée au PTNTIC. Justin Bitakuira quitte les relations avec le Parlement pour le développement rural. Oli Lunga reste à la santé. Tshibangou Kalala fait son entrée comme ministre délégué près du Premier ministre. Et Lambert Mende Malanga reste le ministre de Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, pour ne citer que cela. Mais ce gouvernement a un déséquilibre en genre. Seules 6 femmes en font partie. Uyvin Mumba au ministère du portefeuille, Chantal Safo au genre, aux droits humains, Marie-Ange Mouchébécois, Magui Kiala à la jeunesse et initiation de la nouvelle citoyenneté, Astrid Madia à la culture et art, Magui Wakabouba au vice-ministère de budget. Ici est de noter que ce gouvernement a la grande mission de conduire le peuple congolais aux élections crédibles, transparentes et apaisées. La publication récente de la nouvelle équipe de Bruno Tshibala ne cesse de faire parler d'elle. C'est le cas d'André Alain Toundou, le porte-parole de la majorité présidentielle, pour qui la publication du gouvernement conduit par Bruno Tshibala est un motif de satisfaction et d'espoir. Alain Toundou a fait remarquer que la MP est satisfaite de cette publication, qui est le résultat d'un long processus de négociation. Pour le camp du président Joseph Kabila, la route est désormais ouverte pour se consacrer au bien-être du peuple congolais et à l'organisation des élections.
Réagissant aux propos du secrétaire général de l'UDPS qui estime que la publication du gouvernement de Bruno Tshibala est un non-événement, le porte-parole de l'AMP affirme que ceux qui font ces déclarations sont déphasés et attendront longtemps des postes pour eux-mêmes. Par ailleurs, le porte-parole de l'AMP pense que la direction de l'UDPS et du G7 ne parlait pas le langage du peuple. Il y a une discordance entre l'aspiration du peuple d'aller aux élections et leur ambition d'obtenir des postes, sinon de mettre le feu dans tout le pays, a encore ajouté André Alain Ntundu. Le rapatriement de la dépouille mortelle Etienne Tshisekedi a été reporté à une date ultérieure. Ainsi en a décidé le directoire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Dans un communiqué signé mardi soir par Jean-Marc Kabound, secrétaire général de ce parti, ce report a été décidé de concert avec la famille biologique du leader Maximo. En vue de préserver la paix suite aux incidents du mardi 9 mai au siège du parti que l'UDPS attribue au pouvoir. Selon le secrétaire général de l'UDPS, les autorités ont tout fait pour empêcher le rapatriement et l'inhumation du président de l'UDPS au siège du parti. C'est ce que confirme Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS à Top Congo FM. Est en train de nous regarder. Je pense que ce qui s'est passé hier, c'est la suite logique de la demande de M. Kimbuta lors de notre dernière rencontre. Il disait que non, vous ne pouvez pas repousser les démons auprès de la veuve Tshisekedi, si on pouvait repousser ça puisqu'il y a des grandes manifestations. Ils n'ont pas voulu demander ça poliment. Ils ont monté des scénarios pour montrer à la face du monde qu'à l'UDPS, il y a des gens violents, ce qui n'est pas le cas. Et tout le monde, même les expatriés, se sont moqués de hier quand ils menaient des enquêtes d'une manière indépendante. Et je peux rassurer à tout notre peuple de faire confiance à l'UDPS et à la famille biologique du chef Dr. Etienne Tshisekedi. Le président Tshisekedi ne sera jamais enterré à l'extérieur. De son vivant, il n'a jamais mené son combat en exil. Et de la même manière, nous n'accepterons jamais que son corps soit enterré à l'extérieur du pays. Si nous avons besoin de décaler la date de rapatriement, c'est pour donner la chance à la... S'agissant justement de cette inhumation, le gouverneur de la ville de Kinshasa a rappelé les textes de loi régissant les funérailles et sépultures. André Kimbuta précise que la proposition de procéder à l'inhumation de l'illustre disparu au siège du parti ne saurait être retenue pour non-conformité à la loi. Par ailleurs, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a aussi répondu à l'UDPS qui avait sollicité le Palais du Peuple pour les hommages au leader Maximo. Il a fait savoir que la décision devait être prise conjointement avec Léon Kengouadondo, président du Sénat, car les deux chambres ont un calendrier à respecter. Cependant, Aubin Minakou a aussi précisé que l'inhumation devrait se faire dans le strict respect de la loi, notamment l'autorisation des autorités provinciales. Ces décisions de l'UDPS et de l'hôtel de ville de Kinshasa remettent sur le tapis les préparatifs continuels du rapatriement du corps de Tshisekedi, décédé depuis le 1er février 2017 à Bruxelles. Des détonations d'armes ont été entendues cette nuit et ce matin à Limete entre la 10e et la 12e rue. À la base de ces détonations, un sous-commissariat de la police incendié sur la 12e rue, ainsi qu'une tente, un grand véhicule et quelques motos brûlées en face de la permanence de l'UDPS sur la 11e rue. Un groupe des gens, au dire des témoins, sont partis de la 12e rue et ils ont commis leur forfait avant de faire jonction avec un autre groupe venu de la 10e rue pour accomplir leur besogne d'en face du siège de l'UDPS. Jean au téléphone par nos confrères de Top Congo FM, Maître Peter Kazadi, ancien conseiller juridique de Tshisekedi, parle d'un montage pour empêcher l'inhumation de l'opposant historique. Depuis 5 heures du matin, nos combattants qui dormaient au sein de la permanence ont aperçu une flamme de feu dehors. Et lorsqu'ils ont regardé, c'était les camions de la police placés en face de la permanence qui étaient en feu. Et nous étions informés depuis quelques jours d'un montage grossier fait par les services de sécurité dans les buts de faire porter les chapeaux à l'UDPS comme auteur de violence. Pour faire croire à l'opinion qu'à l'UDPS il y a la violence, au moment où je vous parle, la permanence du parti est encerclée, il y a des combattants à l'intérieur.
Et la police prétend que ce sont les combattants de l'UDPS qui seraient porteurs des armes et se sont attaqués aux éléments de la police, ce qui est entièrement faux, pour empêcher justement que les corps du président ne soient rapatriés les 12. Porte-parole du parti, Augustin Kabouya, il est inconcevable que ces civils puissent attaquer des policiers armés la nuit. L'objectif de ce montage, c'est de fermer le siège de l'UDPS, a-t-il poursuivi. Certaines sources ont annoncé à cet effet qu'un policier a trouvé la mort à la suite de l'incendie du commissariat de la police installé non loin du siège de l'UDPS. Rappelons qu'aucun compromis jusque-là n'a été trouvé entre les délégués de l'UDPS et l'hôtel de ville au sujet du rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi le 12 mai à Kinshasa. Le blocus policier est toujours maintenu au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Kinshasa. La situation dure depuis hier, jeudi 11 mai. Les cadres du parti auraient même passé la nuit à la permanence de cette formation politique. Pas d'entrée, pas de sortie non plus. La présence policière aurait été renforcée selon les témoins. Contacté par Top Congo FM, Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, accuse des pouvoirs en place d'être derrière cette situation qui qualifie d'inadmissible. C'est la stratégie mise en place par la majorité au pouvoir pour empêcher le déroulement des travaux de l'inhumation du président Tshisekedi au niveau de notre siège. De son côté, le bourgmestre de la commune de Limete, Douglas Nkoulounombi, a fait savoir qu'il s'agit d'une affaire policière et non d'une décision politique ou administrative. Il a ajouté qu'il y aurait des gens qui voulaient entrer au siège et qui en ont été interdits étant donné l'interdiction de tout attroupement en ce lieu. La police a donc dispersé des gens qui venaient s'attrouper devant le siège de l'UDPS. Une interdiction n'est pas une décision, a-t-il souligné. Côté gouvernement, il n'y a toujours pas de réaction. Il faut dire que cette situation intervient au lendemain d'une attaque qui a visé les forces de l'ordre. Le mardi dernier, les inconnus avaient pris pour cible le poste de police situé devant la permanence de l'UDPS. Les véhicules des forces de l'ordre et 2 tentes d'abri pour policiers ont été incendiés. Après la pacification de l'espace kassaïen au terme d'une mission menée mi-avril dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, place à présent à la consolidation de la paix, la sécurité et la concorde intercommunautaire. En effet, dans la province du Kasaï, qui a pour chef-lieu Chikapa, l'heure est au ramassage des armes illégalement détenues par des personnes non attitrées. Dans une note circulaire qu'il a signée en date du 8 mai dernier, le gouverneur de la province, Marc Manyanga, invite toute personne détenant une arme de guerre ou de fabrication locale ou toute autre arme sans détenir au préalable un permis de port irrélatif délivré par le service compétent de passer librement les rendre. Ces personnes peuvent les rendre auprès des commissariats et sous-commissariats de différents territoires ou encore auprès des chefs des groupements, des chefferies et des villages n'ayant pas été impliqués dans des actes et pratiques magico-fétichistes. Le gouverneur Marc Manyanga souligne que la remise des armes n'est soumise à aucune rédévance et est totalement libre dans le délai d'une semaine. Passé ce délai, il sera procédé à la récupération forcée des armes. Les récalcitrants s'exposent donc à des réprimandes et à des lourdes amendes. Marc Manyanga, gouverneur de la province du Kasaï, justifie cette initiative par son souci de rétablir l'autorité de l'État, pacifier son entité provinciale et mettre définitivement fin au terrorisme entretenu au Kasaï par des inciviques sous le faux label Kamwina Sampo. L'on annonce par ailleurs la tenue très bientôt dans la province du Kasaï d'un forum sur la paix et la réconciliation. Le gouverneur Marc Manyanga a déjà été instruit par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité de prendre un arrêté portant création d'une commission préparatoire de ce forum. La vague de destitution de gouverneurs des provinces issues de la décentralisation est loin de se terminer. Après Jean-Claude Kazembe du Haut-Katanga et Célestin Bouyou du Haut-Lomami, ce sont les gouverneurs de la Chopo, de l'Ituri et de l'Équateur qui sont visés. Ce mercredi, la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, était sous tension. Sous une pluie battante dans la matinée, le siège de l'Assemblée provinciale a été assiégé par plusieurs structures de la société civile de l'Équateur. Objectif, exiger la démission immédiate du gouverneur Tony Cassius Bolamba. La société civile fait pression aux élus provinciaux pour qu'à défaut de la démission exigée, les députés puissent initier une motion de défiance.
Pour rappel, le cadre de concertation des organisations de la société civile de l'Équateur exige depuis quelques jours le départ immédiat du gouverneur Tony Boulamba. Il déplore 16 mots qui caractérisent le gouvernement Boulamba, notamment la dégradation socio-économique de la province, caractérisée par la fermeture de certaines entreprises, faute de pression fiscale démesurée et diverses tracasseries des services de l'État. Entre-temps, à la Chopo, l'Assemblée provinciale doit se prononcer sur la destitution ou pas de Jean Ilonga Tokole, qui est sous pression d'une motion de défiance pour mauvaise gestion. En Ituri également, une motion de défiance est déposée à l'Assemblée provinciale contre le gouverneur Abdallah Penembaka. En tout cas, ce feuilleton de motion de défiance et de destitution de gouverneur est loin de prendre fin. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, organise dans les tout prochains jours un atelier d'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales. Cet atelier concerne les bureaux des assemblées provinciales de 26 provinces de la République et, selon le service de communication du ministère, 90% des participants séjournent déjà à Kinshasa. Cet atelier, précise la même source, n'a pas pour but de bloquer les motions de ces assemblées contre les gouverneurs de province, comme l'insinuent certaines sources. Il s'agit plutôt d'une innovation apportée par Ramazani Shadari pour combler un vide qui s'observait depuis l'installation de ces assemblées, d'abord en 2007, à l'issue des premières élections libres et démocratiques, puis tout récemment après le découpage territorial qui a vu se créer 21 nouvelles provinces. Depuis ces deux moments, il n'y a jamais eu d'évaluation du fonctionnement des assemblées délibérantes en province. L'atelier convoqué par le ministre de l'Intérieur et Sécurité offre ainsi un cadre propice à la réflexion sur les causes de l'instabilité de ces institutions afin de proposer des pistes de solutions pour un avenir meilleur des provinces, mais aussi pour consolider la démocratie à la base. À noter qu'Emmanuel Shadari n'en est pas là à sa première innovation. C'est en effet lui qui, alors député national, avait initié la loi instituant la conférence des gouverneurs de province qui permet au moins une fois l'an d'évaluer le fonctionnement des provinces sous la présidence du chef de l'État. Réunion de prise de contact et signature statut ce jeudi de différentes ASBEL et ONG, membres de la plateforme Oui Jeunesse. Oui Jeunesse est une plateforme créée en décembre 2016 qui réunit en son sein des associations et mouvements œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse, des enfants et des femmes. À cet effet, Oui Jeunesse va évoluer dans plusieurs domaines clés du développement. Pour un début, cette plateforme va se focaliser sur les secteurs de l'éducation et de l'agriculture. Chaque ASBEL ou ONG membre devra présenter un projet sur ces deux secteurs, question d'emmener les jeunes à être créateurs d'emplois et non quémandeurs d'emplois. Oui Jeunesse se veut donc un cadre de rencontres, d'échanges, de réflexions, de réseautage, de formation, de renforcement de capacités et des plaidoiries sur des questions ayant trait à la population en général, mais particulièrement à la jeunesse. Cependant, Oui Jeunesse est une plateforme apolitique, a précisé le doyen du Collège des fondateurs. Yvon Ramazani a exhorté les membres de mettre de côté leur coloration politique et à travailler pour le développement de soi. Il a rappelé l'autoprise en charge prônée par M. Laurent Désiré Kabila et qui caractérise également cette plateforme Oui Jeunesse. Nous sommes jeunes, c'est parce qu'on a l'esprit de créativité et on est sûr que nous pouvons faire mieux. De grâce, mes amis, chaque personne qui a sa coloration politique, qui laisse ça en dehors de Oui Jeunesse. Je sais pourquoi je parle de ça. Nous ne sommes pas ici pour la politique, nous sommes ici pour le développement. Parmi nous, il peut y avoir les gens qui ont des ambitions. Exprimez-les pour ce que nous allons faire dans Oui Jeunesse, parce qu'on ne peut pas aussi dire que nous allons dans l'économie de développement, nous laissons le pays aux gens qui ne sont pas capables de le gérer. Mais exprimez-vous pour que nous sachions qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre camarade de Oui Jeunesse parce qu'il a les ambitions.
Mais au départ, nos ambitions, ils sont économiques. Pour servir d'exemple, le secrétaire général de Jeunesse a fait visiter aux membres son jardin en plein centre-ville. Légumes, maïs et autres y poussent sans pollution grâce aux engrais non chimiques, mais aussi son éloignement du milieu de passage régulier de véhicules. Paulin Kound-Kaboy a donné ici le plan d'action de la plateforme Oui Jeunesse. Nous le créons dans ces contextes très difficiles où tout le monde, tous les politiciens, tous les Congolais sont en train de décrier le social. Oui, Jeunesse vient en escousse, vient donc comme solution à la situation que le Congolais crie le social. Nous n'avons pas besoin de l'appui externe, mais nous avons d'abord besoin de l'autonomie. Nous allons œuvrer dans 13 domaines sensibles du social, en commençant par l'éducation et la formation professionnelle, qui sera suivie par la sécurité alimentaire. Dans la sécurité alimentaire, nous regroupons l'agriculture, la pêche et l'élevage. Dans l'agriculture, nous allons jouer sur les 5 maillons de la chaîne alimentaire, en commençant par la production. Nous serons au niveau du plateau de Bateke. Tous les comités directeurs, avec tous les membres fondateurs, nous allons visiter notre espace de 500 hectares que nous devons mettre en valeur. Et aussi voir dans quelle mesure aussi, commencer le plus tôt possible, toucher le secteur sensible d'éducation. Notez que dans le domaine de l'agriculture, la plateforme Oui Jeunesse vise à créer dans l'avenir une coopérative des agriculteurs, mais aussi dans l'éducation, construire des écoles modernes et aussi habitations pour les enfants et ceux qui y travailleront. Après les explications du collège de fondateurs, les secrétaires nationaux qui composent le comité exécutif ont signé le statut et le règlement intérieur de la plateforme Oui Jeunesse, signe qui s'engage à œuvrer pour emmener les jeunes à l'autoprise en charge afin d'atteindre le développement visé. La phase préliminaire des examens d'État se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après la dissertation et l'épreuve de français oral, les élèves finalistes des humanités ont été soumis aux épreuves de pratique professionnelle qui leur ont permis de prouver et de montrer leur capacité à concilier la pratique à la théorie apprise. Ce, partant de leur appartenance aux différentes options. Accompagnés de leurs autorités scolaires, les candidats aux exétats ont expliqué ce pourquoi ces épreuves sont utiles dans leur carrière scolaire. Cette pratique nous aide, ça nous permet de bien nous faciliter la tâche, qu'on puisse nous voir si on est capable de défendre une tâche. Nous sommes venus faire le jury pratique, notre dernier jour de l'épreuve. L'examen s'était bien passé, il y avait des séances de pré-jury, c'était organisé à l'école, mais c'est ça qui a fait que nous puissions quand même bien répondre au jury pratique. Par ailleurs, les candidats aux exétats estiment que cette épreuve s'est bien déroulée au-delà de leur peur et espèrent ainsi réussir à cette phase préliminaire et décrocher leur diplôme d'État. La province du Basuélé, précisément dans le territoire d'Aketi, fait face à la fièvre hémorragique d'Ebola. Depuis le 22 avril 2017, sur 9 cas détectés, 2 décès ont été notifiés dans la zone de santé de l'Ikati. Des 5 échantillons de sang prélevés chez les cas suspects et analysés à l'INRB ce jeudi 11 mai 2017 a ainsi révélé positif au virus Ebola, sérotype Zaïre par RT-PCR. Le ministre de la Santé qui a donné cette information a souligné que le pays doit faire face à cette épidémie qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Oli Ilunga a cependant rassuré que la RDC regorge de ressources humaines bien formées en cette épidémie qui ont su contenir les épidémies similaires sous d'autres cieux. Aussi, le pays est à sa 8e épidémie de cette nature. Cette situation ne doit donc pas ébranler la population congolaise. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a rassuré aussi que toutes les dispositions utiles sont prises pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Un infirmier ou une infirmière est d'une grande importance dans la vie de l'homme. Ce, dans l'encadrement préventif, l'accompagnement curatif, mais aussi l'accompagnement de fin de vie. Celle-ci s'engage à vie et prête serment, acceptant les risques et les difficultés de cette profession, sacrifiant le plus souvent sa vie privée. À l'occasion de la commémoration ce vendredi 12 mai de cette journée internationale et reconnaissant leur rôle dans la vie de l'être humain, la rédaction de BSC-TV s'est rendue aux cliniques Galima Center pour s'acquérir du travail valeureux qu'accomplissent les infirmiers considéré comme héros. Pour Henri Ntambwe, coordonnateur adjoint du nursing de la clinique Galima Center, le travail d'un infirmier est équivalent au sens même de la vie, vu que ces derniers prennent en charge la santé de l'être humain. Le travail d'infirmier, infirmière, c'est pratiquement la vie.
Parce que l'infirmier prend en charge non pas seulement la maladie, il prend en charge la personne tout entière. Puis c'est ça vraiment la grande différence entre la profession médicale et la profession infirmière. Parce que le médecin s'occupe de la pathologie, alors que l'infirmière s'occupe de la personne tout entière. Cependant, il reconnaît que cette profession a beaucoup de risques, mais ce risque ne les empêche pas d'accompagner le malade dans leur souffrance. En outre, à la question de savoir l'apport du travail de l'infirmier dans le développement de la société, Prince Bondo, infirmier chef de service adjoint aux réanimations, vante les mérites et les efforts fournis par les infirmiers dans l'éducation sanitaire qui aide à prévenir certaines maladies en vue de garder un état de santé sain permettant à l'homme de produire pour le développement de la société. Il y a des maladies qu'on traite à la maison mais qu'on doit prévenir dans la société. Donc l'infirmier assure cette éducation sanitaire pour que en amont, les gens ne soient pas malades ou ne parviennent pas à tomber malades. Pour qu'il y ait un développement, bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en bonne santé pour qu'il donne le meilleur de lui-même dans le travail. Par exemple, vous qui êtes journaliste aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut qu'il y ait aussi l'absence de maladie. Quand bien même la santé et la bonne santé n'est pas seulement l'absence de la maladie, mais c'est aussi un aspect qui fait que quand quelqu'un n'est pas malade, il doit aussi bien travailler. Alors l'infirmier passe aussi par ça, par des conseils, par l'éducation, qui conduit la personne au changement de son comportement. Par contre, pour les infirmières, concilier la profession à la vie au foyer ne dépend que d'une organisation, estime Dela Nzama, infirmière au service de réanimation. On travaille dans la conscience, notre métier c'est pas facile d'être proche de malades 24 heures sur 24 heures. La confiance, de travailler avec conscience, de mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école. Quand je viens au travail, je suis infirmière. Je fais mon travail comme il faut. On a 2 heures. Et quand je suis à la maison, je suis maman. Et puis j'ai rempli mon devoir. Ça ne me perturbe pas être infirmière, maman, que je ne fais pas mon travail à la maison tant que femme. En tout cas pour moi, non. Sachez qu'en célébrant cette journée dédiée aux infirmiers, ce dernier plaide pour que les infirmiers travaillent dans les bonnes conditions avec des équipements professionnels de qualité leur permettant de s'épanouir dans leur profession. La France connaît désormais son nouveau président. Emmanuel Macron a été élu ce dimanche 7 mai avec 66,10% des suffrages exprimés au détriment de Marine Le Pen qui a glané 33,9% des voix. Un véritable soulagement pour les nombreux partisans de Macron réunis à l'esplanade du Louvre dès l'annonce du résultat à 20h heure locale. Dès le début de son discours, Emmanuel Macron a admis que sa large victoire n'est pas un blanc-seing, assurant qu'il ferait tout pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Il a en outre lancé un appel au rassemblement promettant de protéger les plus faibles. Pour Emmanuel Macron et son équipe, le principal défi est désormais d'obtenir une majorité aux élections législatives du mois prochain. De son côté, Marine Le Pen a félicité le gagnant. Elle s'est réjouie du score de son parti, le qualifiant d'historique. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle sera à la tête du combat pour les élections législatives en tant que première force d'opposition. Ici, il est noté que les deux présidents, les sortants François Hollande et l'entrant Emmanuel Macron, ont participé côte à côte ce lundi aux cérémonies du 8 mai marquant les commémorations des soldats inconnus. Ils ont tous dû déposer une gerbe de fleurs avant de saluer les troupes et autres autorités sur place. Le nouveau président Emmanuel Macron sera investi le dimanche 14 mai prochain. Après l'élimination de la droite au premier tour et la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française, le Parti républicain français serait au bord de l'implosion. Une possible fracture entre la droite dure et la droite modérée pourrait intervenir avant le législatif française. Cela si Emmanuel Macron nommait une figure de la droite à Matignon, alors que le pari de républicain est de remporter la majorité à l'Assemblée et imposer une cohabitation au nouveau président. Une revanche qu'espère prendre la droite aux législatives de 11 et 18 juin prochain.
Il y a d'une part ceux qui se préparent à passer du côté d'Emmanuel Macron et se voir exclus du parti, comme l'ancien candidat à la primaire Bruno Le Maire ou le maire du Havre Édouard Philippe. Et d'autre part, ceux qui veulent rester sous les couleurs du parti, le Républicain, tout en étant prêts à travailler avec le nouveau président au sein du nouveau groupe à l'Assemblée. Par contre, Laurent Wauquiez et les sarkozystes font tout pour que le Républicain soit le grand parti d'opposition du nouveau président. Ce, d'autant plus qu'en vitrine, tout est fin prêt et qu'un nouveau projet tourné vers le classe populaire devrait être présenté ce mardi. Le limogeage de James Comey, patron du FBI par Donald Trump, a suscité plusieurs réactions dans les camps des démocrates, mais aussi chez les républicains. D'après le New York Times, le numéro 1 du FBI était en train de rencontrer les agents fédéraux quand sur les écrans de télévision est apparue la diffusion sur la décision du président américain de mettre fin immédiatement à ses fonctions à la tête de la police fédérale américaine. Pour le chef de file de l'opposition démocrate du Sénat, Chuck Schumer, cette annonce de limogeage du patron du FBI est une grave erreur commise par Donald Trump. D'aucuns vont même jusqu'à penser que ce limogeage est une tentative de touffer l'enquête russe actuellement menée par les FBI, pour lequel Donald Trump a lors d'une récente conférence de presse au Capitole appelé à la nomination d'un magistrat indépendant pour sa conduite. Il se trouve que l'opposition démocrate n'est pas la seule à douter de la Maison-Blanche. Le malaise se répand aussi chez les républicains. Parmi eux, un élu du Congrès et fidèle parmi les conservateurs, Justin Amash, qualifie cette lettre présidentielle de bizarre, alors que le chef de la puissante commission du renseignement du Sénat, Richard Barr, déclare être troublé par les timings et les raisons avancées pour ces limogeages. Jusqu'ici, aucun point de vue, ni de la gauche ni de la droite, ne s'accorde avec la décision de Donald Trump, si ce n'est celui des autorités russes. À la Ligue nationale de football, la sentence est tombée. Le FC Renaissance du Congo perd par forfait devant Daring Club Motema Pembe son match non joué du lundi dernier. En effet, faisant suite au rapport des officiels du match raté entre les deux clubs le 8 mai dernier au Stade des Martyrs, l'équipe de l'évêque Mukuna est reconnue perdante par forfait, soit 3-0. Ce pour avoir empêché le déroulement du match en enlevant les drapelets délimitant l'aire de jeu aux intersections entre les lignes de touche et de buts. Outre ce forfait, le club est sommé de payer $7 500 américains et obligé de réparer les préjudices causés. En cas de récidive, le FC Renaissance risque la relégation en division inférieure. En réaction à cette décision de la Linafoot, les supporters des Verts et Orange ont marché jusqu'au siège de la FECOFA pour dénoncer cette sanction qui qualifie d'injuste et invite les autorités à revoir cette décision pour éviter le pire. Faut que ça politique. Ça va, chef de l'État azo bunda makasi pona kimeza na Kinshasa, eza na Congo. Azo sala ba dialogue ba nini nyoso po kimeza la. Et que Jeff Kapondo na soza ki corrompu akende ko bebisa. Jeff Kapondo soit corrompu akende ko décision ke ba kata to pour la forfait OK ma c'est betamité base eza Kazadi. Si Kazadi akende ki ko yiba drapionate mais les supporters as banto na ngoti na terrain te pour longola ba piquer. Todo senga to luka kimia. Deuxième pas gagner biso 3D to sala ke le côté. Aza makasi, aza attaque bien. Aza nini to beta balé. Une jaune des cartons jaunes. Akita na zone neutre. Peu en plus peu Azu drapelé au FECOFA ya tché ya longoli Zakazadi Kazadi o longoli drapelé oyo FECOFA tché batiki yo eza injustice et loko bango ba sala ezalaka bongo te. Par ailleurs, les deux intendants de ce match et les joueurs Kazadi Kasengo Dizadio de DSMP ont été invités à se présenter devant la commission de discipline de la Linafoot pour des probables sanctions. Et au sujet de la CAN 2019, Florent Ibengue, entraîneur principal des Léopards de la RDC, a convoqué 43 joueurs présélectionnés pour un stage à Rabat au Maroc à partir du 25 mai prochain. L'objectif, préparer le match contre le Congo-Brazzaville dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. La rencontre entre les deux pays aura lieu le 10 juin prochain au Stade des Martyrs de Kinshasa sous les coups de 17h30.
Cette rétro est terminée. Retenez donc ceci, 59 personnes, c'est le nombre de ceux qui composent le gouvernement Bruno Tshibala annoncé le 9 mai dernier à la télévision nationale. Pas trop de différence avec le gouvernement précédent de Sami Badibanga, dont la majorité des ministres sont reconduits. Très peu de nouvelles têtes ont fait leur entrée. Mais la hausse du nombre des ministres et la faible représentativité des femmes ont fait débat durant la semaine. Pas d'entrée, pas de sortie au siège de l'UDPS à Limete depuis le jeudi 11 mai 2017. Les cadres de cette formation politique passent la nuit à la permanence, faute de policiers qui entourent le siège du parti d'Etienne Tshisekedi. Pour l'UDPS, c'est l'une des manœuvres du pouvoir en place depuis l'annonce du retour de la dépouille du fils de Limete. Alors que le bourgmestre de la commune de Limete affirme que l'interdiction est de la police pour éviter des attroupements, ça n'a rien à voir avec la politique. Et durant la semaine qui s'achève, les élèves de la 6e des humanités ont débuté les épreuves pratiques pour clôturer ainsi les préliminaires des examens d'État. Ce sur toute l'étendue de la RDC, hormis les villes menacées par les milices qui ont dû prendre un peu de retard. Après la dissertation et l'épreuve de français oral, chaque option a eu un jour pour passer l'examen pratique sur son cours d'option. D'après les élèves, tout s'est bien déroulé, ils n'attendent que la réussite. Merci de continuer à nous suivre. Excellent week-end chez vous.